voilà, merci pour le témoignage d'Adrien Dewever qui n'a Bonjour pas à tous. pu effectivement venir à Lille parce que c'est vrai qu'il était déjà allé aussi à Paris. Donc là, c'est une intervention aussi que vous pouvez suivre sur le site TF1, sur le Facebook. Et maintenant, on va avoir un témoignage de Mathias Tex qui nous vient de Lyon pour nous parler justement du TDAH. C'est vrai que Mathias, je l'ai rencontré via les réseaux parce qu'il avait témoigné sur son TDAH adulte et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il expliquait très très bien parce que c'est vrai que quand on n'a pas de TDAH, on a du mal à se mettre dans la tête d'une personne qui a un TDAH. Donc, merci beaucoup Mathias. Voilà, tu peux t'installer au niveau du pupitre là-bas. Merci beaucoup d'avoir fait le voyage exprès pour nous parler justement du TDAH, des conséquences et vraiment avoir un témoignage de vécu par rapport à ton parcours personnel. Merci beaucoup Mathias, merci. Alors, bonjour à tous. Pour le coup, je vais vous demander d'être indulgent parce que moi, je suis loin d'être journaliste et en plus, j'ai un trouble anxieux généralisé. Donc, si j'ai des problèmes d'élocution, soyez plutôt indulgents avec moi. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, le TDAH, surtout chez l'adulte comme chez l'enfant, mais surtout le fait de pouvoir le reconnaître et que vos enfants soient plus, entre guillemets, traités comme ils le sont souvent à l'école. J'ai pu voir sur le groupe associatif de nombreux témoignages de mamans qui étaient très affectées par des propos tenus par les professeurs. Et la reconnaissance du trouble de l'attention, c'est fondamental pour qu'il n'y ait plus ces comportements et pour que vos enfants évitent de souffrir encore plus de leurs troubles parce qu'ils ne sont pas compris et parce qu'on utilise mal leur modèle de fonctionnement. Moi, ma mère m'a beaucoup aidé de ce côté-là puisqu'elle me faisait beaucoup m'aérer. C'était une autre génération. Il n'y avait pas d'iPad. C'était moins compliqué pour les mamans. Mais ça m'a permis, en tout cas, moi, j'ai eu l'avantage, alors pour faire simple, moi, j'ai un TDAH avec impulsivité à fond, donc 99,9. J'ai un trouble anxieux généralisé et je suis au potentiel complexe. J'ai aussi une petite agoraphobie, enfin d'autres comorbidités. Par contre, j'ai pas de trouble 10, donc j'ai pu avoir une scolarité, disons, à peu près correcte, même si je brillais quand même par mon absence, j'ai toujours eu de très bonnes notes. Et de gros écarts types avec des 1, des 2 en physique, en chimie, mais des 18, 19 en histoire. Comme disaient les précédents interlocuteurs, c'était surtout en fonction de mon interlocuteur, de sa prestance, de sa capacité à tenir la classe, parce qu'on dit qu'un TDAH, il est agité, mais si le professeur ne tient pas sa classe, c'est sûr que le TDAH, il sera agité. Étant donné qu'on entend tous les stimuli et que c'est très compliqué pour nous et que le système n'est pas forcément adapté. Donc moi, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance, même si je ne suis pas allé très longtemps à l'école. J'ai eu le bac avec 99 demi-journées d'absence. Je l'ai eu avec mention. Je suis allé à la fac 4 jours, puis ensuite j'ai arrêté. Et puis après, j'ai enchaîné des jobs complètement différents. J'ai été commercial, j'ai été dans la com, j'ai fait du trading, j'ai tenu un bar. Voilà, il y a une liste non exhaustive de mon hyperactivité, que ce soit au niveau professionnel ou du côté personnel, où je suis obligé de drainer avec le sport, où je suis passé par toutes ces choses qui ont été évoquées par la doctoresse tout à l'heure. L'important, c'est que vous avez la chance déjà d'être ouverte de ce côté-là. Et je pense que vos enfants, rien que le fait que vous penchiez dessus et que vous essayez de faire quelque chose, c'est déjà énorme. Je sais qu'il y a beaucoup de culpabilité chez les mamans liée à ce que disent les profs, liée au fait que des fois, vous pétez les plombs et que vous dites « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Tout le monde le dit, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça, il y a plus grave. L'essentiel, c'est d'être aux côtés de vos enfants dans les moments importants, de les comprendre et surtout de pouvoir les aider en évitant les affrontements directs. Alors, je sais que c'est difficile parce que voilà, quand on est maman à plein temps, c'est pas facile, mais éviter quand on veut pas qu'ils boivent du coca, faire une suggestion pour du sirop, voilà, plutôt que de dire le coca c'est pas bon, parce que c'est sûr que si c'est pas bon, nous on va le vouloir. C'est obligatoire. Et donc, moi, sur le côté enfant, je faisais beaucoup de sport, donc j'ai pas eu trop de problèmes. À l'école, je m'en sortais toujours. Par contre, quand je suis arrivé dans la vie active et que là, on a de la pression professionnelle, là, pour le coup, ça devient très compliqué. Et j'ai été diagnostiqué donc adulte après un burn-out.
un burn-out au sein d'une activité de conseiller en gestion de patrimoine. Quand on gère des actifs et qu'on se loupe, qu'on a oublié de signer un avenant, c'est très grave. Donc, on n'endort pas de la nuit et finalement, à force de stress, j'ai fini en burn-out, ce qui m'a permis de rencontrer un psychologue exceptionnel, pour pas le nommer, qui s'appelle Johan Illy, qui n'est pas du tout spécialiste du TDAH, mais qui a pu rapidement détecter de possibles failles de ce côté-là et qui m'a envoyé en diagnostic total sur l'unité Lançon à Marseille et juste avant avec une psychologue qui, elle, est experte du TDAH puisqu'elle a 3 enfants TDAH et un mari TDAH. Donc, il faut vous dire qu'il y en a qui sont plus malchanceux que vous. Voilà, c'est important. Et donc, sur la vie professionnelle, ça a été très compliqué parce que, si vous voulez, on tient pendant un temps et puis on dégrade la sphère personnelle, on oublie son téléphone, on en casse 7 par an, il faut l'expliquer. On casse des ordinateurs, on casse des bagnoles, on oublie le frein à main, on oublie les portes. Vivre avec un TDAH, c'est hyper compliqué. Il y a des petits mécanismes d'action tout bêtes, comme éviter de ranger trop compliqué. Voilà. Ça, c'est pas grand-chose, mais moi, des fois, je me lève chez des amis, je dois récupérer quelque chose dans l'armoire, je suis au bord de la WC, quoi. Voilà. Parce que c'est plié comme jamais, parce que je me dis, si je déplie, je pourrais jamais replier. De toute façon, je savais pas comment c'était à la base, je le saurai encore moins après. Donc, c'est des petits mécanismes qui permettent d'éviter qu'on soit tout le temps dans l'affrontement, parce que bon, quand on a cassé toute l'armoire pour récupérer un verre, forcément, la mère est pas très contente. Voilà. Quand on nous demande de vider le lave-vaisselle, je suis pas sûr que ce soit de le vider par terre, mais on le fait quand même de temps en temps, très souvent. Donc, c'est des petits mécanismes qui permettent en fait d'éviter le stress et d'éviter à l'enfant d'avoir des problèmes, d'avoir au moins des problèmes avec sa mère, parce qu'on a besoin de notre mère, on a besoin de. Aujourd'hui, c'est ma femme qui remplace ma mère. Ça fait 7 ans qu'elle vit avec moi. Elle n'est pas encore morte, quoique des fois qu'elle dit qu'elle, voilà. C'est un peu compliqué, mais par contre, voilà, aujourd'hui, les choses qui ont été évoquées, comme alors pas forcément le côté médicamenteux, parce que ça, c'est pas mes prérogatives, mais l'hygiène de vie qui a été évoquée, essayer de mieux manger. Alors oui, je sais, mieux manger, c'est difficile parce que si votre enfant il n'a pas envie de mieux manger, il mange pas mieux. Pour autant, il y a quand même des petites méthodes qui permettent de le faire venir à une meilleure alimentation du moment qu'on n'est pas dans l'affrontement et pas dans la contrainte. Voilà, parce que bon. Ça, on sait que ça ne marche pas. Si vous interdisez le coca, il en boira au collège. Si c'est toujours l'effet inverse que ça donne. C'est vrai que c'est très difficile parce que c'est vraiment le trouble de l'attention, c'est vraiment le trouble chiant, quoi. C'est vraiment ce qui correspond à l'enfant mal élevé. On va dire, il est mal élevé, c'est oublier ses affaires, c'est juste de l'immaturité pour certaines personnes. C'est pas un trouble de l'attention. Donc, si vous voulez, quand on cumule ce genre comment d'affront qu'on a à longueur de journée, mais pourquoi tu fais pas attention en permanence, nous ça nous fait quelque chose de très puissant parce que en fait tu fais pas attention. J'ai essayé de faire attention, je donne tout pour faire attention, pour autant j'y arrive pas. Voilà. Pareil pour l'hyperactivité, reste en place, c'est une phrase qui est impossible. Voilà. Moi j'ai tout le temps la jambe qui bouge, j'ai tout le temps quelque chose qui bouge, c'est obligatoire. Si on me dit de rester en place, ça fait un choc cognitif en fait. C'est très grave. Un prof qui dit ne bouge pas, c'est pour un enfant TDAH, en fait c'est très violent en fait. C'est très violent. Donc moi je me faisais tout le temps foutre dehors, donc c'est pas le problème. Mais voilà, c'est d'essayer d'utiliser des mots qui vont pas rentrer dans la tête de l'enfant du type fais attention. Le substituer par va plus doucement, mais en même temps, va plus doucement, ça m'emmerde aussi. Donc, je comprends que ce soit pas facile. Et après, moi, à l'âge adulte, pour essayer de contrer ça, bon, je suis passé par la Ritaline. Moi, j'ai le volet impulsif, donc ça n'a pas marché. Il y a plein de personnes pour qui la Ritaline fonctionne. C'est pas la panacée. D'ailleurs, il n'y a aucune panacée, hein. J'ai essayé tous les médicaments, je vous assure. Il n'y a pas de panacée. Dérivé, pas dérivé, tout ce que vous voulez. Il y a rien qui de manière, qui tout seul va gérer le TDAH. Aujourd'hui, le TDAH, ça se gère en faisant effectivement du mindfulness, en faisant du sport, en faisant un peu attention à son hygiène de vie, même si de temps en temps, ça peut un peu disjoncter, et en maximisant toutes les actions au quotidien pour être le mieux possible, même si le mieux possible, ça sera toujours un peu borderline. C'est difficile à accepter. Moi, j'ai une mère qui est plutôt cool, donc ça a été. Aujourd'hui, j'ai une femme avec qui c'est relativement compliqué quand même parce que c'est les placards ouverts,
J'ai même plus d'anecdotes parce que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une anecdote, c'est un livre. Voilà. Donc, on se pointe à un concert, on est à la mauvaise salle de concert, mais comme on est TDAH, on peut pas attendre. Donc, on est pile à l'heure, vous voyez. Et comme on est pile à l'heure à la mauvaise salle de concert, donc à Bercy au lieu de Stade de France, on arrive en retard. Donc, on prend le métro, mais on le prend à l'envers, puis on le prend sans ticket. Et puis ensuite, on arrive au Stade de France, mais j'ai un genou cassé. Il faut faire 4 km. Je n'avais pas anticipé que de l'arrêt au Stade de France, il y avait 4 km. Donc, il faut courir sur un genou cassé. Et puis ensuite, on arrive au concert. On arrive en retard, il faut se placer, on ne sait pas où on en est, puis on a oublié les billets. Mais donc, du coup, ce n'est pas reposant pour la conjointe, même si je pense que des fois, elle doit vivre des moments exceptionnels. Ça fait souvent rire les gens, ça ne fait pas rire ma femme, en tout cas plus rire ma femme. Moi, je fais tout pour essayer de m'améliorer, mais j'ai des fois l'impression que je reviens au même endroit. Mais je pense que l'essentiel, c'est de se dire que on fait le maximum, que des choses, il en arrivera toujours, que le téléphone, il cassera souvent. Voilà, j'ai des coques incassables, j'ai tout ce que vous voulez. Si je le casse pas, je le perds. Donc, fondamentalement, je vais pas non plus me l'attacher au poignet, je peux pas me le greffer non plus. Donc c'est comme ça arrive. Et puis, ça sert à rien de s'énerver, surtout quand on perd quelque chose, parce qu'il faut savoir que nous, on se souvient très bien de tout ce qu'on a perdu. J'ai 28 ans, je pourrais vous quantifier en termes monétaires ce que ça donne. J'ai pas envie parce que je veux pas vous traumatiser. C'est vraiment quelque chose on n'oublie pas. Et quand, putain, mais pourquoi tu l'as perdu? Ah ben ça alors, si je le savais. Euh, la question que je me poserais à la limite, c'est pourquoi je ne l'ai pas perdu. Voilà, ça peut arriver. Pourquoi je ne l'ai pas perdu alors que toute la journée, j'ai failli perdre mon téléphone. Par contre, pourquoi tu l'as perdu? Moi, c'est une évidence. C'est parce que c'est moi, en fait. Voilà. Ce matin, je suis arrivé en retard parce que à mon hôtel, j'étais obligé d'aller acheter une chemise, de faire des choses comme ça parce que j'avais oublié, puis j'avais pas de caleçon. Alors, vous savez, c'est quand même très embêtant. Voilà, donc il faut aller acheter un caleçon. C'est pas repassé. J'ai pas d'affaires pour demain, on verra demain. J'ai des amis, heureusement. Et c'est en permanence rebondir. Alors, c'est toujours des situations un peu cocasses. L'avantage, c'est que on sait répondre à plein de choses. Hein. On a aussi des avantages, hein, parce que voilà, quand il s'agit d'urgence ou quand il s'agit de réaction, là, on est plutôt calé. Sauf que la vie, c'est pas toujours réagir, c'est aussi anticiper. Et anticiper, vous voyez, déjà, il y a trop de syllabes. C'est un peu compliqué pour moi. Anticiper, ça résonne mal, quoi. Donc, j'étais content de me présenter face à vous. Alors, moi, je ne suis pas encore comme Adrien. Je n'ai pas 40 ans. Ce n'est pas derrière moi. Je suis encore dedans. C'est un travail de tous les jours. Mais moi, l'important, le message, c'était de vous rassurer au maximum parce que moi, je n'ai pas eu de diagnostic et pour autant, je ne suis pas encore serial killer. Peut-être, hein, qui sait, une vocation, mais en tout cas, je suis à peu près normal, en restant anormal bien sûr. Mais aujourd'hui, je remercie ma mère, même si elle n'a pas pu me porter jusqu'au diagnostic, pour la simple et bonne raison que je bananais tous mes psychologues, donc forcément, c'est un peu compliqué. Et puis derrière, il n'y en a pas eu besoin parce que je m'aère beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de. C'était une autre époque où voilà, on avait moins les téléphones, où on faisait beaucoup de sport et ce qui permettait d'avoir moins de symptômes de troubles attentionnels. Tandis que quand je vois aujourd'hui des enfants TDAH, je sais qu'avec l'iPad, avec la lumière bleue, avec les cours à distance qui sont une catastrophe pour un TDAH. Voilà, moi, je donne des cours de gestion de patrimoine, j'en donne plus aujourd'hui parce que le webinaire, c'est une catastrophe pour moi. J'aime l'interaction, j'ai besoin de sociabilité, je veux voir mes interlocuteurs. S'il n'y a pas de réaction, je suis très mal. Ça fait partie aussi du volet, je suis hypersensible et du coup, forcément, si je sens que j'ai pas d'interlocuteur, pour moi, c'est vide de sens. Et simplement essayer de trouver les choses qui motivent vos enfants parce que du coup, quand on est passionné, on ne l'est pas à moitié. Oui, on sait que des fois, on va entreprendre un projet et puis qu'à 99%, on va dire non, ça nous fait chier, on va passer à autre chose. C'est un peu dommage. Ça peut parfois décevoir les parents, mais ça fait partie du jeu. Et puis, je pense que vos petits bouts de chou, grâce à des parents pareils, ils pourront avoir au moins une compréhension qui j'espère, les aide au quotidien en se disant qu'il y a au moins une personne qui les comprend, le temps que eux se comprennent eux-mêmes et comprennent que voilà, c'est pas c'est chiant, ouais, c'est vrai. C'est vraiment la pathologie chiante, parce qu'on dit toujours ce que je vous disais tout à l'heure, ouais, il oublie ça, c'est un gamin, c'est un ado, il ne sait pas se comporter.
Mais voilà, on vit quand même des moments extraordinaires. Mes amis, je pense, me subissent, mais même aussi. Et au niveau professionnel, aujourd'hui, bon, moi, je suis chef d'entreprise, je fais ce que je peux, je travaille dans des magasins de CBD, comme ça, je peux aider des gens sur des pathologies qui ont des difficultés à être soignées, avec la médecine traditionnelle, donc vraiment des choses très particulières, telles que la fibro, telles que la sclérose, etc. J'ai du mal parce que je suis beaucoup en magasin, donc moi, je suis un peu un lion en cage. Mais voilà, tout à l'heure, il y avait un intervenant qui évoquait la notion de choisir son métier. J'étais conseiller en gestion de patrimoine parce que je pouvais prendre ma bagnole, faire 300 bornes et aller voir des clients. C'est tout. Voilà. Et ça permettait déjà de ôter un stress lié au fait de rester 8 heures assis, le cul posé sur une chaise, à écouter des personnes qu'on ne veut pas toujours écouter. Et du coup, partir au bout de 4 semaines ou de 5 semaines de job en disant de grands discours de TDAH que je me passerais bien de dire ici, avec de beaux noms d'oiseaux, hein, toujours pareil, hein, quand on quitte un boulot que ça se passe mal, et derrière se dire bon, on n'a encore pas réussi, on ne s'est pas conformé, on a besoin d'un boulot mais on ne peut pas le faire. En réalité, il faut éviter de trop contraindre et plutôt s'écouter et se dire que une fois qu'on sait vivre avec le trouble, on s'adapte, on ne fait pas certains jobs que je ne fais plus. La restauration, ce n'est pas pour moi. Je suis très bon en restauration. Mais par contre, voilà, le rythme de vie fait que derrière, il va y avoir beaucoup de cigarettes, beaucoup d'alcool, un mauvais sommeil, de l'impulsivité et que du coup, ce n'est pas fait pour moi. Par contre, en dehors de ça, avoir des libertés en tant que conseiller, pouvoir rencontrer les gens, avoir des personnes en face de moi que je choisis aussi, ça a été quelque chose qui m'a permis au moins de trouver quelque chose professionnellement qui m'épanouit et derrière de rester dans des choses qui me plaisent et qui me permettent de rester plus d'1 an dans un boulot. Voilà. J'ai réussi, ça y est. Ça m'est arrivé de faire 3-4 ans. Et c'est déjà une énorme réussite pour moi parce que du coup, j'aurais jamais cru, vu que j'ai eu 34 boulots, je me suis dit qu'à la fin de ma vie, j'en aurais eu 250. Et puis finalement, là, il y a une stabilité donc, qui arrive. Ça a été long, hein, parce que mon diagnostic, c'était il y a 5 ans. Ça a beaucoup aidé parce qu'on met un doigt sur quelque chose, mais en même temps, il faut quand même essayer les traitements, essayer d'autres choses, essayer de tout ça. Donc il y a une partie qui est faite, mais après, il y a toujours une deuxième partie, et je crois qu'on vit longtemps avec, et qu'il faut juste l'accepter et essayer de faire un maximum. Je n'ai pas de remède miracle, il y a plein de petits trucs qui nous aident. Voilà, éviter de cacher, éviter de trop ranger, mettez les pantalons sur un cintre et évitez de les plier parce que forcément, vous allez devoir tout replier parce que nous, on veut celui du bas. Voilà. Et on ne sait pas le prendre sans tout envoyer en l'air. Ça, il faut le savoir. Pareil pour les tiroirs, il faut que ce soit rangé au même endroit parce que sinon, forcément, on va partir sans. Pour les oublis, essayez, même si c'est difficile quand vous amenez le sac à votre fils à l'école qu'il a oublié, de ne pas lui mettre une brasse et de lui faire réfléchir un peu plus tard, surtout pas à chaud. Tu ne penses pas que ton cartable, tu devrais le mettre là le matin pour être sûr de l'avoir parce que ça a dû être pénible les 2-3 heures où je devais t'amener ton sac et où tu étais à l'école sans stylo. Donc voilà, c'est des petits mécanismes. Je sais que c'est difficile parce que c'est 24 heures sur 24 et que on peut être très, très, très dur. Mais en même temps, je pense que plus il y a de compréhension de la mère, plus derrière on arrive à s'adapter parce que du coup, on a quand même une petite confiance en nous dans les moments où il y a l'angoisse, l'anxiété qui remonte, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci infiniment, Mathias. C'est vraiment merveilleux. Tu m'expliquais, on s'est eu au téléphone tout à l'heure, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et tu m'expliquais effectivement les moyens de compensation que tu mettais en place aussi, par exemple, par rapport au pressing. Parce que c'est-à-dire que c'est toujours de la dernière minute aussi par rapport aux chemises, etc. Et est-ce que ta thérapeute t'a conseillé en fait ? Alors oui, tout à fait. En fait, j'ai un psychologue très rigolo parce qu'il est très pragmatique. Donc, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et le jour où je lui ai demandé, mais comment je peux faire pour être… à chaque fois que je vais pas chez le pressing, je me trouve dans un mouvement de panique parce que bon, le pressing, c'est chiant. On ne peut pas arriver à poil en conseil de gestion de patrimoine. On ne peut pas arriver sans chemise. Donc, ça oblige à acheter une chemise, à arriver en retard parce que les magasins, ils n'ouvrent pas pour vous à 7h30, même si vous toquez. Donc, du coup, c'est tout con, en fait. La méthode, c'est d'avoir 30 chemises. C'est aussi simple que ça. Et comme ça, j'aurai toujours une chemise de propre. Donc, vous allez dire non, parce que je n'irai pas quand même parce que j'ai 30 chemises. Alors, j'en suis pas là.
le fait d'avoir acheté plus de chemises enlève ce stress. Il y a des jours où, si vous voulez, nous, un micro-stress va déclencher une journée burn-out, j'appelle ça moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la chemise, du coup, on est en panique, on part en courant au magasin, on oublie notre téléphone, on oublie la sacoche au magasin. Là, le magasin nous rappelle parce qu'il faut aller chercher la sacoche, mais il faut quand même qu'on aille au travail à un moment donné. Donc, on va au travail pour faire acte de présence, puis on s'échappe pour aller chercher la sacoche. Et puis après, finalement, on oublie le frein à main sur la voiture. Donc, on bugne une voiture, il faut faire un constat. Derrière, la personne n'est pas très correcte, donc vous vous énervez sur la personne. Donc, en plus, vous passez pour un dégénéré. Et ainsi de suite. Et s'enchaînent les péripéties par rapport à juste une petite frustration, une petite anxiété ou un petit truc. On peut avoir une journée où ça finit par mettre des tartes, ou ça finit par tout oublier, ça finit par tout casser. Et donc, du coup, éviter de créer ces stress en ayant, c'est malheureux, mais moi, je dois avoir deux téléphones, un téléphone de secours. Voilà, c'est comme ça. Parce que du coup, dans mon téléphone, c'est pas de casser mon téléphone, si vous voulez, qui me fait souffrir, parce que j'en ai tellement cassé qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais par contre, c'est les contacts qu'il y a dedans et le temps que je vais perdre à tout refaire. Voilà. Donc là, ça me crée une anxiété qui peut durer 2 jours. Je peux me coller au lit parce que je me dis comment je vais retrouver ce contact. Je vais jamais le rappeler. C'est impossible. Et du coup, il faut juste 2 téléphones. Donc, il y a des petits mécanismes comme ça. Où on dit, quand même, je vais pas acheter 2 téléphones à mon fils parce qu'il est TDAH. Eh bien, si. Mais si, dans ces cas-là, ne lui donnez pas, il s'en sortira très bien, il ira demander dans la rue, c'est ce que j'ai toujours fait, parce que du coup, on sait trouver des solutions. Mais effectivement, il y a des petits mécanismes comme ça, comme de ranger toujours au même endroit, de ranger simple, de faire des mécanismes pour contrer les effets TDAH et éviter de déclencher trop tôt ce type de comportement qui après déclenche l'impulsivité et qui fait qu'on passe une journée où ça n'a pas de limite. En fait, on peut perdre 500 €, la carte bleue et se retrouver le lendemain sans rien en une journée parce qu'à la base, on avait oublié une chemise. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. Merci aussi pour ton humour et qui nous permet aussi de comprendre le fonctionnement aussi. Et tu m'expliquais aussi un petit peu justement l'état de stress. Je t'expliquais que Pauline, parfois, elle avait un peu des blocages où elle était vraiment butée sur une idée. Et en fait, ce que tu m'expliquais un petit peu, tu appelais ça le brouillard. Le brouillard. Quand tu as trop de choses en tête, en fait, ça fait un blocage. L'obstruction visuelle. Oui, oui. Alors, ça, elle est très importante, celle-là. Vous avez vos enfants qui cherchent quelque chose, mais c'est là. Il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne le verra pas. C'est pas possible. Parce que comme il y a une hyperactivité mentale, j'appelle ça une obstruction visuelle, il y a un voile ici. Et en fait, on est déjà en train de chercher où on l'a potentiellement mis, alors qu'il est en face de nous. Donc, on ne voit pas ce qui est en face de nous. Et plus la maman va dire c'est là, moins on va le voir. C'est une catastrophe. Ce n'est pas grand-chose, mais déjà, on cherche toute la journée. Vous voyez, j'ai des jambes, moi, j'ai toujours été monté à l'envers parce que je fais 25 bornes par jour, parce que j'oublie tout. Donc, ça, c'est des choses, c'est tout con. Hein. Mais ne jamais dire à son enfant, dites des infos à côté du verre, à côté de ça, juste là. Mais non, surtout pas. Vous voyez, j'ai fait l'erreur moi-même. Donc, surtout pas juste là, mais à côté du verre, parce que nous, on peut chercher. Et c'est un moment où, en fait, on va chercher partout. Moi, ça m'arrive 18 fois par jour où le téléphone est sur la table, mais on va le chercher dans le garage. On va fouiller la voiture, on va ouvrir la sacoche, on va tout ouvrir, ou dans la poche. Ça m'arrive très souvent. Le téléphone est dans la poche, on appelle le GIGN, on fait. Voilà. Mais ça, c'est des choses, c'est des petits trucs. Mais rien que. Alors, vous, ça vous énerve parce que c'est en face de lui. Je comprends que vous dites juste là, enfin, mets-y du tien. Mais je ne le vois pas, en fait. Hein. Et plus on me dit mets-y du tien, plus j'ai l'attention qui monte, moins je vois ce qu'il y a dans mon champ de vision. Donc, c'est encore pire. Donc, ça, c'est des petits trucs pour éviter de nous transformer en boule qui va éclater. Je sais que c'est chiant, parce que moi, ma femme, elle me le fait tous les jours, juste là, sérieux. Mais voilà, c'est des petits mécanismes qui évitent de nous mettre dans un état, ça paraît pas grand-chose, juste là, mais nous, si on le voit pas, en plus, la question est, si tu le vois, pourquoi tu me dis pas où il est? Voilà. Parce que moi, je le vois pas, juste là, je le vois pas. Il faut m'expliquer, mais où là? Mais là, montre-le-moi. Et derrière, c'est ce qui fait que voilà, on peut chercher des choses pendant une demi-heure et la mère rentre ou la femme, et c'était juste là, tu fais pas attention. Bon, ça nous met dans un état de nerf, on va conduire un peu, voilà, et ça peut déclencher d'autres choses. Donc c'est aussi bête que ça. Si on peut éviter de déclencher à la base
en faisant un truc qui peut paraître complètement anodin, mais qui peut me mettre dans un état de nerf fondamental. Parce que du coup, oui, nous, on cherche toute la journée. Ouais. C'est ça. Nous, chercher, c'est notre vie. Trouver moins, mais chercher, c'est notre vie. Voilà. J'avais encore une question qui me vient en tête comme ça. Finalement, avoir un TDAH, ça coûte cher? Ah, ça coûte cher. Il faut 2 téléphones. Non, mais de toute façon, oui, c'est un TDAH, ça coûte très cher. Ouais. Et puis de toute façon, moi, que je gagne 5 000 euros ou que j'en gagne 2 000, l'état du compte, c'est le même à la fin du mois, hein, pour être transparent avec vous. Donc, non, oui, ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher parce que c'est 3 carrosseries par an, c'est des constats, bien sûr, ça coûte très, très cher. C'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais au restaurant en Italie, ben, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Il n'y a pas un Français ici, si, moi, je suis tout content. Je me suis dit, un Français, on va boire l'apéro. Il y a votre Smart dans mon Tiguan. D'accord. J'avais a priori oublié de tirer un peu le frein à main. Voilà. Mais ça arrive. Et puis, alors aujourd'hui, je le vis moins mal que d'habitude. Mais voilà, ça continue. Oui, je continue à laisser mes portes ouvertes. Oui, je continue. Mais il y a quand même une amélioration énorme qui fait, enfin, de mon visu, on va dire, mais qui me permet du coup de vivre moins stressé. Parce que c'est vraiment ça. Il faut savoir que nous, à chaque fois, il y a cette capacité à réagir, mais ça nous crée du stress oxydatif. Voilà. Arriver à l'école sans cahier, apprendre la leçon dans l'escalier, ça m'arrivait quoi. En un escalier, apprendre. Alors moi, j'avais de la chance parce que j'apprenais vite, mais pour un enfant qui n'a pas le côté haut potentiel et qui en plus oublie tout, enfin, je comprends le calvaire quoi. C'est un calvaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le webinaire? Question sur le webinaire. Oui, prends le micro. Attends, Nadia, on ne t'entend pas. Ah, j'ai oublié que j'étais en coloc. Pour les personnes qui nous suivent en webinaire, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en toi au niveau des parents ou des jeunes. Moi, la première. J'ai juste envie de te demander comment tu fais au niveau de la conduite quand tu as 3 heures de route à faire. Comment tu fais au niveau de la conduite? Alors, la conduite, ça a été très difficile. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'ai acheté une poubelle parce que ça m'évite plus il y a de vibrations, plus il y a de stimuli. C'est aussi con que ça. Et en fait, le problème, c'est que j'avais des bonnes voitures et je roulais tout le temps à 170. J'ai perdu 2-3 permis. Donc, au bout d'un moment, on finit ça finit par être moins drôle. Hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des besoins pour le code, je suis un expert. Mais par contre, voilà, j'ai perdu 2-3 permis. Et c'est encore une fois mon psychologue qui a eu cette idée, qui a dit achète-toi une poubelle qui vibre. Et tu verras qu'à 110 km/h, tu auras l'impression d'être à 180 et que tout se passera bien. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Je suis en smart à 120, ça vibre, il y a du vent, il y a du bruit. Et du coup, ça va, ça va. Alors, je conduis avec les écouteurs parce que moi, j'ai tout le temps les écouteurs pour canaliser. Mais aujourd'hui, je roule tout le temps partout et ça va mieux. Bon, hier, j'ai fait 3h30 de train, j'avais un peu envie de mourir, là, par contre. Mais par contre, au niveau de la voiture, ça va. Mais sans ça, avant, je partais en me disant, tu as déjà perdu un permis, il faut que tu roules à 130. Le régulateur, c'est pas une bonne idée, ça me plaît pas. Voilà. Et derrière, je pouvais être sûr que j'étais à 170 au bout de 20 minutes. Et c'était obligatoire sur tout un trajet. Donc du coup, voilà, moi aujourd'hui, les trajets, ça va parce que j'ai trouvé ce truc tout con, ça marche et j'en suis très content. Comment tu es arrivé, tu parlais de relations avec l'autre tout à l'heure au début de ton intervention. Et en même temps, au niveau de ton expérience professionnelle, tu as commencé à dire que tu avais fait du commerce, du trading. Oui. Comment tu arrives à dépasser justement si je peux me permettre, cette phobie de l'autre, ou en tous les cas cette crainte, et paradoxalement d'aller travailler en étant en relation avec les autres? En réalité, moi, c'est un peu particulier. J'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance dans mon malheur. Et j'ai un père qui a eu beaucoup de mutations. Les mutations, c'est un vrai traumatisme pour un enfant TDAH parce qu'il faut arriver, on sort de sa zone de confort, c'est tout nouveau. Et je crois que à chaque fois que j'ai tous les 4 ans une mutation, c'est changement de repère. Donc ça a été un vrai traumatisme, mais ça a développé une espèce je suis très sociable, je passe partout, je vais partout. Et j'ai jamais eu de problème. Au contraire, moi, en colonie, j'avais des personnes qui me lavaient mon linge parce que je les payais. J'organisais, j'ai pu pallier. Ah oui, bien sûr. J'ai des personnes qui lavaient mon linge, qui récupéraient mon linge, qui me le pliaient, que j'avais soudoyé. Voilà. Des monos, je savais déjà que j'avais un problème.
et je faisais en fonction d'eux. Mais comme j'étais, entre guillemets, hyper sociable, que je vendais des livres aux amis de mes parents, enfin, le vrai enfant, j'ai toujours tout vendu, moi. J'aurais vendu ma mère, mais Dieu merci, je ne l'ai pas fait, parce qu'elle elle m'a bien aidé. Mais non, moi j'ai eu la chance. En fait, c'est pas la chance, c'est j'ai été contraint d'être sociable parce que voilà, quand il y a des mutations, soit on se cache au fond de la cour et on subit, soit immédiatement on va traiter ça. Et du coup, bah, j'ai jamais eu de problème de sociabilité. Donc je suis pas sûr d'être la bonne personne pour donner des conseils de ce côté-là. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à aller vers l'autre. J'ai quand même toujours cette peur, mais les choses font que quand on n'a plus de téléphone, on est obligé d'aller voir quelqu'un pour téléphoner. Et donc du coup, à force de créer des situations comme ça, bah, finalement, aujourd'hui, je peux tout demander, quoi. Je pourrais demander à quelqu'un de dormir chez lui alors que je ne le connais pas, aucun problème. D'accord. Une petite question un peu d'ordre privé. Il y a une maman, je pense que c'est une maman, qui te demande comment se sont passées les relations avec les filles et adolescents. Est-ce que tu étais timide? J'étais timide, ouais, mais j'arrive à mes fins. Donc, non, ça allait, j'usais de tous les subterfuges pour que madame me voie, mais c'était sûr que je n'allais pas aller voir quelqu'un en direct. C'était littéralement impossible. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui te demande si tu as souffert potentiellement d'addiction. Ah ben, comme tout TDAH qui se respecte. Absolument toutes les addictions. Moi, j'ai eu addiction au sport, au tabac, au cannabis. En fait, tout peut être addiction chez un TDAH. C'est ça le souci. Moi, par exemple, ce qui me flingue le plus, c'est le sucre. Voilà. Moi, si je prends du sucre, là, pour le coup, on dirait on dirait Pablo Escobar, quoi. Enfin, c'est vraiment, j'ai les mains moites, je suis vraiment dans un sale état. Ça peut développer des comportements très, très, très dangereux parce que je vais être très impulsif. Il y a des choses qui ne me vont pas du tout. J'évite un peu le gluten maintenant. J'ai eu des addictions. En fait, on en a en permanence. J'étais sevré de la cigarette il y a 2 semaines. J'ai eu une contrariété. Aujourd'hui, je fume des clopes. Elles reviennent, mais on essaie de les combattre, on essaie d'y travailler. Dès qu'on sort du cadre de l'hygiène de vie, forcément, les addictions peuvent revenir. Et on ne croit pas avoir d'addiction. En fait, il y a toujours une addiction qui traîne. J'ai eu des addictions. Alors, non, pas des addictions, mais j'ai beaucoup joué aussi au poker, etc. Non, je suis passé par l'addiction. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, mais au-delà de ça, tu as beaucoup ému sur le webinaire. Pardon ? Tu as beaucoup ému sur le webinaire. Ah. Je pense que tu as fait pleurer des mamans. Bravo. Je ne te félicite pas. Non, il y a beaucoup de mamans qui se sont retrouvées dans ton histoire et qui, moi la première, et qui du coup ont l'écho de leur propre vécu. Donc, merci. Je vais passer le micro, du coup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Si. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très intéressant comme témoignage. Merci beaucoup pour ta sincérité et puis pour vraiment ce partage et, qui est vraiment important. Donc là, il y a une question dans le public, apparemment, donc Catherine. Bonjour, alors une question sans en être une, puisque je suis maman de 4 enfants, dont le dernier est TDAH, dyspraxique et HP, les autres étant tous HP ou THP. Et je voulais vous remercier parce que j'entends constamment, plusieurs fois par jour, et de la part de mes collègues, je suis soignante, et de la part de mes collègues soignants, j'entends « t'es qu'une mauvaise mère, tu éduques mal tes enfants, tu les drogues, puisqu'il est sous Quasim ». Ben, je vous dis merci parce que je vois qu'avec de la compréhension, de l'amour, et je le vois parce que mes enfants me le rendent, que ce soit de la part de votre maman ou de l'amour de votre compagne, on va finir par y arriver. Et ça, merci, parce que franchement, je suis initiée en cherchant des réponses aussi, et là, voilà. Je vois en vous voyant que mon gamin, il va y arriver, quoi. Il peut s'y accompagner. Et s'il y a cette compréhension, cet amour, que ce soit de sa compagne ou de son compagnon plus tard, j'en sais rien, et de ses parents et de sa famille, il y arrivera. Il faut surtout pas culpabiliser pour l'administration de Ritaline. Moi, quand je prenais de la Ritaline, tout le monde le savait, je m'en cachais pas. Alors oui, déjà, il y a des gens qui me regardaient un peu parce que je prenais des psychostimulants et que le paradoxe, c'est que pour calmer un hyperactif, on donne des psychostimulants. Pour autant, moi, j'ai toujours assumé quoi que ce soit et il est très important si ça va à votre enfant, voilà, c'est pas la panacée. Donc, si ça va pas à votre enfant, écoutez-le. Si ça va pas pour des raisons, parce que c'est à l'école qu'on lui dit « Ah, t'es un drogué », ça, je comprends. Voilà. Mais très sincèrement, drogué, aujourd'hui, c'est un gros mot. Hein, ça veut dire moi, j'entends ça quasiment tous les jours. Ah, c'est très sincèrement...
moi, je comprends que ça vous touche, mais moi, personnellement, ça ne me touche pas. Voilà, droguer, la personne qui vous traite de drogué, qu'est-ce qu'elle consomme le soir? Est-ce qu'elle consomme des somnifères? C'est une perspective droguée. Hein. Ce n'est pas parce que la Ritaline, c'est peu connu que du coup, c'est d'office de la drogue. Des millions de personnes prennent des somnifères, on les traite pas de drogués. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est parce que la Ritaline étant soumise à prescription particulière, les gens dans le commun considèrent que médicament stupéfiant, donc drogue. Mais tout médicament est stupéfiant en fait. Donc du méthylphénidate, c'est parce que c'est un psychostimulant que du coup, les gens disent c'est de la drogue. Mais en fait, ça, c'est au bout d'un moment, il faut que les gens, c'est des personnes avec qui il ne faut pas discuter. Ça, il faut se renseigner. C'est un médicament comme un autre qui a un système de fonctionnement qui est particulier et qui aide le TDAH. Il faut en rester là. Il ne faut pas se dire parce que c'est un psychostimulant, c'est de la drogue. On soigne avec, je veux dire, il y a des antidouleurs, c'est de l'opium. Est-ce qu'on dit que quand vous prenez un tramadol, vous êtes un toxico ou la lamaline? Voilà, non. Non, voilà. Du coup, ça, faut que l'enfant l'intègre. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Et assumer, s'il y a un traitement médicamenteux, ouais, mon fils, il prend de la Ritaline. Et si tu veux, je te laisse une semaine sans Ritaline et tu comprendras pourquoi je donne la Ritaline. Voilà. Et la Ritaline, si ça peut aider l'enfant, il faut juste regarder ça. C'est un calcul de bénéfice-risque. Si votre enfant, il vit super mal la Ritaline, il ne faut pas lui donner, c'est tout. Mais par contre, si votre enfant, il est mieux, la question ne se pose pas. Et le regard des autres, franchement, on s'en fiche. Voilà. Moi, je considère que vous êtes déjà une très bonne maman d'essayer de trouver quelque chose pour votre enfant. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi le fait qu'on dit il n'est pas TDAH. Voilà. C'est juste un petit merdeux, on lui file de la drogue. Ça, oui. Ça, oui. Mais là, dans ces cas-là, il ne faut même pas rentrer dedans parce que il n'est pas TDAH. Enfin, franchement, n'en tenez pas vigueur. Essayez juste de pouvoir de faire ce qu'il faut pour votre enfant et sortir de ce... Enfin, drogue, franchement, c'est démodé. Vraiment, c'est un discours démodé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, pardon, je pense que vous vouliez intervenir par rapport justement à la question précédente, docteur Carton. Moi, je vous remercie, parce que pour l'instant, je suis dans l'erreur par rapport à mon fils. Je range tellement bien qu'il me fait beaucoup de reproches et je l'ai entendu. Et là que c'est en ligne, mais en vous écoutant, parce qu'il me dit, mais maman, tu caches tout partout. Ah oui, c'est ça. Vous rangez pas, vous cachez. Ouais, je cache. Donc, il y a plein de choses que vous avez dit, je ne me suis pas rendu compte et ça vient confirmer tout qu'il doit sûrement avoir un TDA parce que j'attends toujours le diagnostic. Et si c'est vraiment ça, je voulais votre conseil, comment en parler à mon fils. Je ne sais pas le faire. Pour l'instant, il ne sait pas. Il voit qu'il a une différence. Je suis incapable aujourd'hui de parler avec lui parce que j'ai peur que ça soit... Je le dévalorise en fait. C'est très difficile parce que le rapport direct avec la mère au moment du diagnostic, il n'est pas sain en fait. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent des fois pour mon fils, il est peut-être TDAH, est-ce que vous pouvez échanger avec lui? Le contact, il va être beaucoup plus facile parce qu'on est dans l'affrontement avec la mère. Donc en fait, il faudrait un peu un système de patient témoin parce que l'enfant sait à qui il parle. Moi, quand un enfant, je lui parle et qu'il est vraiment TDAH, qu'il a été diagnostiqué, je lui dis, je ne suis pas tombé de l'arbre. Hein. Ça ne sert à rien de me faire à l'envers. Moi, je ne suis pas ta mère, déjà, de 1. Donc, de 2, tu arrêtes de me mentir. De 3, si je te demande si tu consommes du sucre à la récré, tu me le dis, parce que je ne suis pas un gamin. Voilà, je sais si tu as consommé du sucre. Et du coup, c'est vrai que des fois, on essaye d'avoir un dialogue direct, alors qu'en réalité, soit un thérapeute, soit, entre guillemets, un patient témoin, va plus facilement toucher l'enfant, parce qu'il lui montrera, en fait, que lui, il sait. Parce que quand on est une maman, on est un peu anxieuse, donc du coup, l'enfant, il va peut-être jouer là-dessus. Et puis, il y a un petit affrontement, puis on ne veut pas dire parce que c'est tabou. Voilà. Moi, il y a des choses que je ne pouvais pas dire à ma mère. C'était impossible. Voilà. Ce n'est pas des choses graves, hein, mais ça restait là et ce n'était pas possible. J'ai eu des personnes qui ont pu m'aider de temps en temps en disant, écoute, gamin, il faut que tu fasses les choses comme ça, comme ça. Et finalement, on se rend compte que, alors ça passe ou ça casse, hein, parce que des fois, les gamins, ils ont envie de me tuer. Voilà. En disant il est con, celui-là, il est bizarre. Mais n'empêche que 90% du temps, souvent, il y a une compréhension et j'arrive à arriver là où je veux aller. Voilà. Ouais, mais il boit tout le temps du coca. Mais pourquoi tu bois du coca? Parce que si, parce que là, c'est un peu con de boire du coca. Tu ne connais pas cette boisson, hein. Il faut mieux que le coca. Puis on passe sur un truc déjà non gazeux. Et puis, step by step, on arrive à le décrocher de quelque chose. Donc, en fait, ouais, il faut. Je ne crois pas que ça existe. En tout cas, je ne sais pas. Mais si vous n'arrivez pas à parler, essayez d'autres interlocuteurs, vraiment, parce que peut-être qu'il se livrera. Alors, c'est vrai que des fois, il y a le positionnement de la psychiatre qui est difficile parce que du coup, c'est le médecin, c'est le doc. Donc, je vais me faire soigner, je suis malade.
Donc ça, c'est compliqué. Et que quand c'est informel, ben, moi, j'ai plus de facilité parfois qu'un psy à poser certaines questions parce que du coup, l'enfant, il est braqué parce que maman elle m'amène chez le psy parce que les psys, c'est pour les tarés. Voilà ce qu'il va dire l'enfant. Parce qu'il l'a entendu à l'école. Voilà. Et que les tarés qui vont voir les psys. Alors, il y a beaucoup de tarés. Hein. On devrait tous aller voir un psy. Merci. Merci. Donc, la parole est donnée au docteur Carton, psychiatre addictologue au CHU de Lille. Merci beaucoup. C'était très enrichissant d'avoir votre retour justement par rapport à plein d'éléments que vous avez dit dans l'entretien, mais notamment quand vous aviez mentionné le fait que vous aviez pu balader des psychologues. Ça, on sait très bien quand on voit un patient en consultation, quand on est dans le cadre d'une consultation, que le patient nous dit que ce qu'il veut bien nous dire et qu'en fonction de la confiance qu'il a ou de la façon dont il interprète le comportement de son interlocuteur, surtout les patients avec un haut potentiel, il faut vraiment travailler à l'alliance pour avoir l'accès aux informations parce que sinon, c'est clair qu'on passe à côté de la moitié des choses. Donc, moi, j'étais très heureuse de vous entendre pour avoir ce retour hors contexte de soins où du coup, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'enjeu et voilà. Donc ça, c'était hyper intéressant. Je voulais surtout rebondir aussi sur, je trouve ça très dur ce que vous disiez, enfin ce que vous vivez par rapport aux gens qui disent que votre enfant se drogue. Alors, je vous rejoins. On ne parle plus de drogue, on parle de substances psychoactives. Hein, on évolue avec le temps justement pour avoir des terminologies qui stigmatisent plus les gens comme ça. La Ritaline, c'est un traitement qui a une autorisation dans une pathologie donnée. S'il y avait un gamin qui avait un diabète de type 1 et qui avait de l'insuline, il n'y aurait personne qui viendrait dire au gamin bah, vous le droguez avec de l'insuline. Donc, je comprends la culpabilité parce qu'en tant que maman, forcément, il y a toujours une forme de culpabilité. On ne fait pas assez, est-ce qu'on fait dedans, etc. Mais je pense que, alors c'est compliqué ce que vous dites quand vous dites qu'il faut se départir du regard des autres. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas facile. simple. Mais là, factuellement, les gens qui disent ça ont tort. Parce qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé, il y a un traitement qui est indiqué. Si le traitement fait du bien à votre enfant et qu'il l'accepte, en restant factuel, j'entends ce que vous dites, mais j'ai consulté des spécialistes et ce n'est pas vrai. Et peut-être en essayant de se baser sur des choses pragmatiques, ça peut permettre de prendre un petit peu de recul parce que des fois, c'est dur d'aller contre la culpabilité et de faire face un petit peu à ça. Et pour rebondir par rapport au traitement aussi, je pense que c'est effectivement très important. Alors moi, je travaille surtout avec des jeunes adultes et pas avec des enfants, mais il y a beaucoup de fois où il y a beaucoup de pression parentale pour prendre le traitement, alors que l'enfant ne le veut pas forcément, ou des mots tels que après moi je vois l'ado tout seul en entretien et il me dit oh mais j'aime pas quand mes parents me disent ah bah ça se voit t'as pas pris ta pilule, etc. Je pense qu'il y a des choses qui blessent beaucoup le patient quand il est un petit peu interprété avec ou sans traitement comme ça. Et je pense qu'il y a des mots que vous avez utilisés, mais le fait de dire à un enfant prends ta pilule, là t'es pas comme d'habitude, etc. C'est des choses qui interpellent aussi. Donc vraiment l'écouter parce que de toute façon, à un moment donné, il va être majeur et il le prendra ou pas sur le traitement parce qu'il aura le choix de le faire. Donc, vraiment voir si ça lui fait du bien et si ça l'aide à se concentrer, eh ben, OK. Mais après, effectivement, ce n'est pas la panacée, il y a tout le reste. Voilà, après, voilà, il y a tout ce qui est prise en charge non médicamenteuse qui sont hyper importantes aussi. Donc voilà, c'était juste. C'était pas facturé? Comment? C'était pas facturé, notre entretien? Non, ça allait, je pense. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que les professionnels et les intervenants ont accepté de venir malgré notre budget presque inexistant. Donc, merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, je voulais tout simplement te dire merci parce que je me suis reconnu en toi et je pense que ça va pouvoir m'aider pour ma fille Pauline. Donc, j'oublie des trucs aussi. J'oublie les clés sur la porte. Je ne ferme pas les placards. Quand le linge est plié, je ne sais pas lever, je tire et tout vient avec. Donc, voilà, c'est
C'est tout ce que je voulais te dire. Et à madame, il faut s'en foutre de ce que les gens pensent. Vous faites ce que vous voulez, ce qui est bien pour votre fille. Parce que Stéphanie Jacquet, c'est mon ex-compagne. J'ai eu du mal à accepter, pas vraiment du mal, que ma fille était TDAH. Parce que moi, je suis né au Cameroun. Donc, moi, je courais partout, quoi. Genre, je n'étais pas enfermé, je courais, donc ça ne se voyait pas, en fait. Donc, et depuis que notre fille a été diagnostiquée TDAH, je comprends beaucoup de choses, je me rends compte de beaucoup de choses et avec ton témoignage, je me dis, je crois que tu devrais le faire plus tout le temps pour aider les gens parce que ça parle plus en fait, ça parle beaucoup et encore merci quoi, c'est tout. Ravi que ça vous aide, merci beaucoup. Vous faites des séances parce que je pense que mon fils s'entendra super bien avec vous. Bon, en tout cas, un grand merci. Puis je pense qu'on peut effectivement t'applaudir parce que vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathias.